C'est avec grand plaisir que nous accueillons cette semaine à l'émission Folie douce une grande star du pays qui a voyagé presque partout à travers le monde. Et c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui à l'émission Folie douce, Madame Alice Roby. Madame Roby, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour chers auditeurs. L'émission porte le titre Folie douce. Il ne faut pas mélanger la folie avec la santé mentale. Parce que ce n'est pas d'une folie, la santé mentale. C'est une maladie. Tout à fait. Oui. Madame Roby, avant qu'on entame justement ce sujet qui est la santé mentale, j'aimerais ça, pour mieux situer nos auditeurs, les jeunes et moins jeunes, peut-être faire un petit retour en arrière. Et puis, ce serait intéressant qu'on puisse retracer là, un peu votre carrière. Bien sûr Bien, pour ceux qui m'ont pas connue autrefois, j'étais une très jolie fille d'ailleurs, et j'ai commencé très jeune, j'ai commencé enfant, dans les amateurs, dans les concours d'amateurs qu'on appelait les talents Catelli, parce qu'on les avait dans mon temps aussi. C'était, imaginez, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et quelques mois au Théâtre Capitole à Québec en 1928. Comptez les années. Alors, vous allez savoir mon âge. Et puis, c'était merveilleux dans ce temps-là. C'est beau aujourd'hui, mais évidemment, quand j'étais enfant, j'étais éblouie par les lumières et par l'idée d'être sur la scène, devant le public. Et j'ai chanté la Jocelyne, la berceuse de Josselin. À cet âge-là, c'est ma mère qui me l'avait apprise. Okay. J'ai commencé à cet âge-là, puis j'ai continué, puis aujourd'hui, ça fait 65 ans, presque 66 ans que c'est arrivé cet événement. Okay. Et vous me disiez avant l'entrevue que c'est au tout début de la vingtaine que vous avez vraiment commencé là, à prendre votre place oui. Artistiquement parlant. Mais dans le début de la vingtaine, c'est alors que j'avais étudié l'espagnol et puis je connaissais très bien l'anglais. Depuis des années que je chantais en anglais, j'ai toujours chanté la chanson américaine aussi, mais j'ai fait connaître la chanson québécoise. C'est ce qui est de plus important dans ma carrière. Une des choses les plus importantes, c'est que j'ai fait connaître le compositeur québécois, la chanson québécoise, ici et à l'étranger, dans le monde. Ça, c'était comme une sorte de devoir pour moi de faire ça. Mais c'était aussi une grande joie parce qu'on a tellement des bons compositeurs et des belles chansons que j'étais fière de les chanter à l'étranger. Mais à l'étranger, partout où j'allais, je chantais leurs chansons et dans leur langue aussi, ce qui leur plaisait infiniment. Et puis, ça me donnait la chance de faire aimer ma province de Québec, mon Canada. Dans ce temps-là, c'était le Canada, il n'y avait pas c'était pas québécois ici, on appelait ça la province de Québec. Hein? On l'appelle-tu encore la province de Québec? Oui, toujours, oui. Absolument. Bon, je me suis pas tenue au courant dernièrement. Et puis, je faisais connaître la belle chanson du Québec, mais aussi la chanson sud-américaine, en espagnol, la chanson mexicaine. Et je montrais aux gens comment danser les danses sud-américaines. Oh, il y avait du pep dans mon affaire, mais je l'ai gardé, ce pep-là, cette vitalité. C'était une de vos forces, de chanter, d'interpréter des pièces dans plusieurs langues. C'est ça, puis de danser aussi sur la scène, vois-tu. Ça mettait beaucoup d'activités, puis je couvrais la scène en entier avec ma danse et puis mes chansons. Hein? Et alors voilà. Ça, c'est dans les années 20 que je suis allée un peu partout en Europe. J'ai fait la première émission de télévision télévisée dans les foyers, les résidences personnelles. À la BBC, hein? À la BBC à Londres, en Angleterre. On m'avait fait venir des États-Unis parce que j'étais à ce moment-là déjà rendue à Hollywood, en Californie. Pas Hollywood en Floride, là, le Hollywood, la capitale du cinéma, où je passais des tests pour on était intéressé à me faire faire une comédie musicale. C'est ça, on vous avait déjà offert un rôle. Hein. Oui, mais on me faisait un test, j'auditionnais là, en ce moment, là, au moment où j'étais dans les années 46, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Alors, c'est à ce moment-là que j'habitais à Hollywood, au Hollywood Knickerbocker Hotel. J'habitais là parce que je travaillais pour MGM en ce moment-là. Et c'est Ralph S. Peer International Music. Et c'est Southern Music Publishing Company appartenait à M. Peer. C'est lui qui était mon impresario, qui m'avait amené là-bas
parce qu'il était tellement content de voir que je faisais connaître ses publications, parce que c'est lui qui publiait la musique en feuilles, de toutes ces chansons mexicaines, inédites, et ces chansons sud-américaines. Et puis je les faisais connaître dans le monde. Hein. Puis il était tellement fier de mes grands succès qu'il a décidé de me présenter à la MGM. Mais malheureusement, j'ai pas fait le film, parce que c'est là que... Vous aviez rendez-vous, je crois, à Las Vegas. Ah oui, c'est ça, oui, vous êtes bien averti. Oui. C'est justement là, je m'en allais chanter à Las Vegas. Et puis, vous savez que je savais presque pas conduire l'automobile, j'allais pas vite. Je m'étais acheté une belle automobile, puis je m'en allais à Las Vegas. Vous n'aviez pas de chauffeur, là, à ce moment-là? Vous étiez obligé de prendre la route, là? Ben, j'étais toute seule, j'avais pas de chauffeur, mais c'est parce que peut-être que je voulais pas en avoir. Parce que j'avais pris des cours pour conduire l'auto, puis je voulais casser l'automobile. J'ai dit, tiens, partant de Los Angeles à Las Vegas, ça va me donner la chance, si je vais pas trop vite, de casser mon automobile, c'est-à-dire tu sais, quand l'automobile est neuve, il faut casser l'auto. Alors, je suis partie, puis il y a une vanne qui m'a beaucoup épeurée, qui s'en venait sur moi, sur la route. C'est quand même une assez bonne distance, hein, de partir d'Hollywood, là, jusqu'à Las Vegas. Exactement, mais je voulais le faire pour, en même temps, me raffermir dans ma conduite d'auto. Prendre confiance, et puis... Imaginez la confiance que j'avais quand j'ai vu la vanne s'en venir sur moi, là. Là, j'ai donné un coup de roue, monsieur, puis j'ai frappé un arbre. Exactement. Et puis, c'est à partir de là, disons que les difficultés ont commencé pour vous. C'est ça. Les grandes difficultés de santé ont commencé à ce moment-là. Je me suis brisé pas mal le crâne. Et puis, éventuellement, ça a fait un caillot de sang. Et j'ai dû revenir ici par avion pour me faire soigner parce que les meilleurs spécialistes pour le cerveau étaient au Québec. OK. C'est ça, vous aviez rencontré plusieurs médecins là, pour vous aider là, à ce moment-là. Mais croyez-le ou non, le meilleur était ici. C'était Wilder Penfield, le meilleur. Okay. Puis il était ici à Montréal. Imaginez, on a dû me ramener de Los Angeles, de la Californie, pour me faire soigner ici parce que les médecins étaient plus éminents pour le cerveau. Okay. Et puis, c'est là, malheureusement, ça a tourné on m'a hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Vous disiez tantôt que le seul moyen, justement, de traiter votre problème, c'était dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'on ne soignait pas comme aujourd'hui dans ce temps-là. Si vous voulez que je vous en donne un petit peu l'idée, c'est que dans ce temps-là, mon cas à moi, c'était un caillot de sang, alors ça devenait une tumeur, là, au cerveau. On ne soignait pas ça dans les hôpitaux ordinaires, là, tu sais, dans les hôpitaux où on soigne toutes les autres maladies. Il fallait aller dans un hôpital psychiatrique. Okay. Et ça a été pendant, c'est ça, plusieurs longues années. Est-ce que ces années-là ont été difficiles pour vous, là, ces 5 années-là? Imaginez, les hôpitaux psychiatriques, c'était pas comme aujourd'hui dans ce temps-là. On était condamnés à rester seuls et puis à voir personne, même pas la famille, elle avait le droit de venir vous rendre visite. Ah non, même pas. Même pas. Mon père est venu me voir une fois seulement, dans 5 ans et demi. Pas parce qu'il voulait pas venir, là, c'est parce qu'il n'avait pas le droit. Est-ce que vous savez pourquoi, justement, sais pas pourquoi. Les parents ne pouvaient pas? Je ne sais pas pourquoi ils ne pouvaient pas venir. Je n'ai jamais su. Peut-être qu'un jour, je le saurai avant de mourir, pourquoi. Mais je sais très bien qu'on soignait les gens beaucoup plus durement qu'aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu une certaine amélioration, malgré que ça en prendrait davantage. Mais les médicaments qu'on nous donnait dans ce temps-là, c'était incroyable. C'était quelque chose de très, très, très fort, hein? Et puis que c'était tellement régulier, on avait tellement de médicaments, on n'avait pas le temps de réagir. Les cellules ne pouvaient pas réagir aussi bien parce que quand vous êtes drogué, les cellules ne réagissent pas, mesdames et messieurs. Faites bien attention, les jeunes aussi. Parce que quand on se drogue, les cellules du cerveau meurent. Alors, à ce moment-là, c'était plus long, la guérison. Et puis, on m'a choisi pour la lobotomie. Parce qu'à ce moment-là, la lobotomie, qui consiste à trouver un nerf dans le cerveau qui dérange tout le cerveau et qu'on doit couper, ôter ce nerf-là, qu'on a des milliers de nerfs, et puis qu'on doit trouver le bon, c'était pas une opération facile, ça. Comme on a vu que j'avais beaucoup de santé à part, ce qui m'est arrivé au cerveau, que j'étais très forte, on a décidé de me prendre comme cobaye, avec la permission de ma famille.
C'est ça. On avait consulté là, votre famille. Oh, oui, il y avait eu un conseil de famille. Et puis, on a fait la lobotomie. Et puis, la lobotomie, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, parce qu'il paraît que c'est pas... ça sauve pas le monde, ça. On n'en fait plus ou pratiquement plus, je crois. Non, mais moi, je l'ai subi quand même. Et puis ça, c'est risquer la vie, hein, la lobotomie. C'est très dangereux. Alors voilà, j'ai passé à travers tout ça. J'ai eu tellement un bon médecin, docteur Jean Sirois, neurologue, neurochirurgien qui est numéro 1. Il est décédé aujourd'hui, mais c'était un Québécois de la ville de Québec. J'en suis très fière parce que je suis québécoise moi-même. Hein. Et puis c'est lui qui m'a pas dérangé le cerveau du tout. Je veux dire, je ne suis pas restée avec des séquelles du tout. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout de suite après, hein, c'est ce que vous me disiez tantôt, on vous a remis tout de suite au travail. Oui, et c'est toujours Alice Roby qui vous parle. Et puis avec son cerveau, maintenant, j'ai gardé mon cerveau et puis j'ai refait ma carrière. C'est ça. J'ai refait mon nom, j'espère. Et puis ça va bien aujourd'hui. Après cette opération-là, c'est ça que vous disiez, vous avez remonté sur les planches oui. Et puis vous avez fait salle comble, en fait. J'ai fait salle comble, les gens étaient tellement contents de me revoir, c'est incroyable. On s'était ennuyé de moi pendant 5 ans et demi. Et puis moi, donc, moi j'étais tellement heureuse de monter sur la scène. Puis j'ai pas manqué mes textes, rien. J'étais tellement fière. D'abord, j'ai recommencé au Montmartre. L'ancien doré, comment ça s'appelait donc? Là, par exemple, vous m'en posez une bonne, oui. Doré, là. Alors, c'était le fameux cabaret où tous des grands artistes passaient, les grands noms d'Europe venaient là. Puis moi, j'avais suivi Mistinguett. Mistinguett, c'était en 53 quand je suis sortie de l'hôpital. C'était Jacques Normand, l'animateur, c'est ça? À ce moment-là, c'était pas Jacques Normand. C'était dans le Faisan Doré. Ah, d'accord. Là, c'était Jacques Normand qui était animateur. Mais puis c'est devenu le Montmartre après. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était le Montmartre. Là, c'était Roméo Pérus. Ah, mon Dieu, Roméo oui. qui... Il était mince, gros comme une allumette. Puis il était comique, c'était merveilleux. Et puis il y avait Aznavour avec son partenaire Roche et Aznavour qui jouaient entre les danses. Aznavour chantait, puis Roche, ils commençaient dans ce temps-là ensemble. Et Aznavour n'était pas tellement connu à ce moment-là. Et puis, c'est eux qui faisaient la relève entre les orchestres de danse et les spectacles. Oh, quel beau moment c'était merveilleux. Puis, j'étais revenue dans le domaine artistique. Alors là, lorsque vous êtes revenu sur les planches, là, vous avez fait un peu de tout radio. J'ai fait de la radio, oui. Avec ma première émission, c'est Robert L'Herbier qui était mon invité à ce moment-là, comme chanteur. Et puis, c'était à CKVL que je suis revenue la première fois. Okay. CKVL existait déjà à ce moment-là. Et puis... J'ai vu plusieurs apparitions aussi, je suppose, à la télé, tout ça. À Radio-Canada, puis enfin un peu partout. Puis là, les gens ont revu Alice Roby. Les jeunes ont commencé à me connaître à ce moment-là. Et puis les jeunes de ce temps-là, c'est vos parents aujourd'hui, Patrick. Oui, tout à fait. Oui. Puis les jeunes d'aujourd'hui me voient encore, puis je vous dis, je suis encore capable de danser sur la scène. Mais oui, c'est incroyable, hein, vous dites. Je sais pas si vous m'avez vu dimanche. Dimanche dernier, le Téléthon de la paralysie cérébrale. Malheureusement, j'ai manqué votre apparition. Là. Ben, j'ai chanté en anglais. Là, j'ai rendu hommage aux Américains parce qu'il y avait eu l'affreux séisme du tremblement de terre. Ouais, alors, j'ai chanté une chanson de Gershwin, Summertime. Un grand succès. Puis avec Guy Saint-Onge et ses musiciens, c'était du jazz, c'était du swing, mais c'était de la vraie musique américaine. Alors, puis j'ai dansé, puis c'était beau. J'étais tellement fière de leur rendre hommage parce qu'ils ont tellement eu de malheur, ces pauvres Américains. Madame Roby, si vous voulez bien, on va faire une toute petite pause et puis on revient tout de suite après pour la deuxième partie de l'entrevue.